Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder, des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hackers, le podcast des développeurs, des freelances, mais surtout des entrepreneurs. Alors aujourd'hui, j'invite un développeur, un entrepreneur, un cofondateur, le cofondateur de la startup Nitro, Benjamin Cottrell. Salut, comment ça va? Peux-tu te présenter? Salut, ça va très bien et toi? Ça va, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pas de problème. Alors, ma présentation, moi c'est Benjamin, j'ai 33 ans, ça fait 12 ans que je suis développeur et puis ça fait 5 ans que je vis à Montréal et ça fait environ 2 ans, 3 ans que je me suis lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat avec ma startup Nitro, Yes. qui est un outil de rétrospective pour les équipes de développement. Super. Alors justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que tu vas nous présenter ta startup, etc., j'aimerais un peu donc découvrir ton parcours. Tu disais que tu viens d'arriver au Canada, enfin à Montréal récemment. T'étais où avant du coup? Alors en fait, j'ai fait mes 6 premières années de carrière dans le nord de la France à Lille. D'accord. En fait, même pour revenir encore avant, en fait, je suis originaire de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. C'est là où j'ai grandi, où j'ai fait mes études. Donc des études d'informatique, l'équivalent d'un bac plus 3, une licence, j'ai fini avec une licence d'informatique. Et puis après, je suis arrivé à Lille en 2009 pour commencer à travailler, où j'ai un peu pris ce que je trouvais, parce que à l'époque, c'était vraiment difficile de trouver un boulot quand on avait juste une licence. J'ai fait ma carrière à Lille jusqu'en 2015. Et puis en 2015, j'ai à nouveau cherché du travail à Lille, mais je trouvais vraiment rien qui me tentait. En fait, je voulais partir sur du produit, et puis je trouvais aucun produit pour lequel j'avais envie de travailler sur Lille. Alors je me suis dit tiens, et si je regardais à l'étranger? J'ai cherché sur PVTist, qui est une plateforme pour ceux qui veulent s'expatrier avec une section emploi. Et puis j'ai trouvé mon premier travail à Montréal. J'ai fait les démarches avec le contrat de travail, c'est un permis jeune professionnel. Et puis je suis arrivé pour travailler un peu moins d'un an après, parce qu'en fait je me mariais en septembre, donc fallait que je reste en France pour mon mariage bien sûr. Et puis après je suis arrivé à Montréal quelques mois après mon mariage. Cool. Et voilà, c'est comme ça. Eh ben écoute, c'est cool parce que ça me fait penser à une personne que j'ai interviewée d'ailleurs la dernière fois sur le podcast, qui justement m'a envoyé des news et me disait qu'il souhaitait rejoindre Montréal et tout ça. Donc c'est cool. Il y a plein de personnes dans le dev qui font ce chemin-là. Ouais. C'est cool. Je suis passé un petit peu du côté de Lille. Pourtant, du côté de Lille, il y a quand même pas mal de boulot. Moi, je me souviens que je travaillais grosse SS2I, ESN comme on dit. Il y a Atos qui sont là-bas. Enfin, il y a quand même pas mal de monde. On m'avait envoyé sur des missions là-bas. Enfin, il y a quand même de quoi faire, non? Ouais, en fait, il y a beaucoup de SS2I, ça c'est clair. Moi, mon avant-dernier travail en France, j'ai fait 1 an en SS2I. J'ai été placé directement pendant 1 an en contrat chez quelqu'un. Et puis c'était pas une façon de travailler qui me tentait beaucoup. En fait, à ce moment-là, mon but c'était rejoindre un produit qui me tente, auquel je suis capable de m'identifier, qui me motive à faire évoluer, et puis essayer de gravir un peu les échelons entre guillemets, genre avancer dans ma carrière en rentrant en dev, en passant peut-être après team lead ou tech lead, peut-être après architecte. Je voulais vraiment augmenter mon bagage technique dans un produit et puis devenir de plus en plus fort techniquement. C'était ça mon plan en fait. D'accord. Donc ça a un petit peu changé après. Ouais. Donc t'as commencé un petit peu en France et ensuite t'as rejoint Montréal dans des boîtes ou t'as directement monté ta start-up? J'ai rejoint en tant qu'employé. En fait, j'ai trouvé un travail depuis la France, et en fait, la condition pour avoir mon permis de travail, c'était d'avoir un contrat. Donc, il m'a fait mon contrat de travail. J'ai pu demander mon permis. Début 2016, je suis arrivé donc dans cette société. Je suis pas resté longtemps parce que la société était en train de fermer. Ça se passait pas très bien. Pardon. Ouais, je t'en prie. Non, j'allais dire, c'était sur quel type de projet, quel type de boîte, quel type de techno? En fait, j'étais dev front-end, je faisais du Angular 1, et puis en fait, c'était sur des apps SharePoint. En fait, dans Microsoft SharePoint, tu peux hoster des apps, et puis tu as juste du front-end à faire, et puis tu poques l'API de SharePoint pour toute la partie back-end. Et puis en fait, c'était une app Angular. D'accord.
une app aussi ça. SharePoint qui permet de gérer quoi, toute la gestion du temps des équipes, etc. de mémoire, non? Ouais, c'est une sorte de grosse plateforme de partage. Je pense, on appelait ça avant un intranet. Maintenant, c'est un mot qui a un peu disparu, je pense, mais c'était vraiment pour une plateforme disponible sur le réseau interne d'une entreprise qui permet de partager des documents, Ah oui, d'avoir même des petites pages web, de stocker des fichiers. Et puis tout ça, c'est connecté avec l'Active Directory, la gestion d'utilisateurs de Microsoft. Et puis en gros, les compagnies qui utilisent Office 365, qui sont très ancrées dans Microsoft, souvent, ils ont un SharePoint pour tout ce qui est base de données, base de documents salariés. Yes, je vois. Donc du coup, t'as combien d'années d'expérience de développeur en France et combien à peu près aussi au Canada? En France, j'ai fait 7 ans et 5 ans au Canada. Et puis j'ai toujours été full stack en fait quasiment. À part ces quelques mois dans ma première société à Montréal où j'étais juste front-end, mais tout le reste du temps j'étais full stack. Tiens, bah, tu nous parles de dev full stack. Je pense qu'on s'adresse à une audience qui aime bien parler techno, tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous détailler un peu toutes les technos sur lesquels tu as travaillé en tant que full stack, côté back et puis ensuite peut-être côté front? Ouais. Au début de ma carrière, en fait, le premier boulot que j'ai trouvé, c'était... Moi, j'avais fait des stages PHP MySQL avant. On utilisait des trucs genre EasyPHP à l'époque, tous ces petits tools-là pour faire des sites web. Mais ça cherchait pas du tout en 2009 en PHP MySQL sur l'île, en tout cas pas des profils juniors. Donc le premier boulot que j'ai trouvé, c'était en .NET. C'était du VB.NET. En fait, c'était pour un site web. La stack, c'était VB.NET et puis tout ce qui était... front, c'était en Webform, donc le système de génération de pages web de Microsoft. Et puis au niveau JavaScript, en fait, il y avait quasiment pas de framework à cette époque-là, donc il y avait jQuery. Ouais, jQuery donc, essentiellement. Ouais, c'était ça le début. Après, le travail d'après, c'était à peu près la même stack, à part que heureusement, c'était du C# pour le code. Donc ça, c'était quand même plus agréable à utiliser que VB, qui est très verbeux là. J'ai pas trop aimé comme langage, la syntaxe du langage. Et après, en fait, non, après j'ai eu une phase purement back-end où j'ai vraiment pas fait de front-end. En fait, dans cette société-là, les développeurs avaient pas le droit de faire du front s'ils faisaient du back. C'était vraiment très séparé. C'était vraiment deux silos différents. Là, c'était encore .NET. En fait, au niveau back-end, toute ma carrière, je l'ai faite dans un environnement Microsoft, toujours en .NET, en C# à partir de 2011. Et puis en front-end, c'est à partir de mon arrivée à Montréal où j'ai fait du Angular pendant quelques mois. Après, chez l'employeur où je suis actuellement, où je suis arrivé en 2016, au début c'était Knockout.js, donc il y a un framework JavaScript de Microsoft, si je dis pas de bêtises. Et en fait, mi-2016, il y a React qui commençait vraiment à se faire de plus en plus connaître. Et puis on a fait le switch, quasiment tous les projets ont switché de Knockout en React. D'accord, ok. Et depuis, je fais juste du React en front-end. Tu fais que du React maintenant, ok. Ouais. Cool comme expérience, t'as touché à tout. C'est marrant, ça me fait penser aussi à des boîtes dans lesquelles j'étais où effectivement ils découpaient énormément les développeurs back-end et développeurs front-end. T'avais vraiment des équipes dédiées au back qui faisaient que du back et qui exposaient des API et tous les gars du front, à l'époque, alors moi j'étais dans l'univers Java qui est un petit peu différent, mais ouais, c'était techno, comment on appelait ça à l'époque. T'avais du JSF, ça avait du Spring MVC, des choses assez à l'ancienne, et c'était très cloisonné. Et j'ai vu un peu comme toi d'ailleurs, enfin pas mal de dev back Java basculer ensuite vers de l'Angular et de plus en plus aller vers du front, du React, etc. Ça se fait beaucoup. Du coup j'avais une autre question. Donc là t'as ton expérience professionnelle. Pourquoi donc t'as eu envie de prendre ce fameux risque, comme on dit, le risque de créer une start-up? D'où est venue cette idée en fait? En fait, je pense depuis quasiment le début de ma carrière, même avant alors je sais pas si c'est un rêve, mais on va dire mon rêve entre guillemets professionnel, c'est d'être à mon compte, tu sais, pas avoir de boss, rapporter à personne, être le propre maître, on va dire, de ton destin professionnel. Ça, c'est toujours un truc que j'ai voulu faire, je pense, comme beaucoup de monde. Mais entre le vouloir et puis le faire, il y a quand même un monde. Genre pendant toute ma carrière, je pense que j'étais vraiment pas prêt, à la fois en termes de connaissances techniques, qu'en termes de motivation et puis peut-être même de courage vis-à-vis de mon travail.
pour faire le pas. Et puis je manquais l'aube d'opportunité aussi. C'est quelque chose qui fait beaucoup. Je pense que c'est vraiment un mélange de plein de choses qui permet de déclencher ça. Donc c'est un truc que j'avais toujours voulu faire. Et puis c'est uniquement en tombant sur une problématique avec mes collègues et puis en se disant que, hey, on pourrait faire quelque chose pour régler cette problématique-là, que ça m'a fait vraiment tomber dans l'entrepreneuriat entre guillemets. Ouais, c'est ça. J'avais toujours voulu le faire, mais je m'étais jamais vraiment donné les moyens de le faire. Et puis arrivé à ce stade de ma carrière en 2018, où je suis quand même passé par une phase depuis mon arrivée à Montréal encore maintenant, mais jusqu'à 2018 où on a lancé l'application, où j'ai appris énormément. Genre, je dis souvent que j'ai l'impression qu'avant d'arriver à Montréal, j'étais vraiment le pire des développeurs, et puis j'ai tout appris en 2-3 ans chez mon employeur actuel. Ce qui a rien à voir avec Montréal, mais vraiment ce qui a rien à voir avec ma situation géographique, mais c'est vraiment lié avec les challenges qu'on m'a donné, qu'on m'a fait confiance de relever chez mon employeur actuel. C'est vraiment ça qui m'a forcé à apprendre, forcé à sortir de ma zone de confort et puis à m'auto-former, à essayer d'apprendre des nouvelles choses, à essayer de faire des choses que j'avais jamais faites. Alors que dans ma carrière avant, j'étais toujours resté un dev tranquille entre guillemets, genre je faisais juste ce que je savais faire, je cherchais pas à faire plus. Et puis mon travail de dev c'était vraiment purement alimentaire ou c'est vraiment juste pour gagner de l'argent. Avec le fait qu'une entreprise me fasse confiance, me donne des challenges à relever, me force à apprendre, ça m'a redonné le goût d'apprendre, ça m'a redonné le goût de me challenger. Donc je pense que ça a été une première étape vers l'entrepreneuriat quand même, parce que ça a changé mon mindset et ça m'a fait devenir un dev vraiment vraiment meilleur. Donc quand l'opportunité s'est présentée, qu'avec mes collègues on s'est dit, hey, nos rétrospectives d'équipe ça se passe pas très bien. Je suis sûr qu'on pourrait faire quelque chose pour améliorer ça, et puis je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à avoir ce problème-là. À partir de ce moment-là, mixé avec mon accumulation d'expérience, ça a vraiment été le catalyseur, et puis c'est ça qui a fait partir mon aventure d'entrepreneur. Ok. Tu disais que tu avais toujours voulu passer par cette case de liberté. T'as jamais testé d'être freelance pendant un certain moment? Je sais qu'il y en a qui passent par cette case-là et puis après qui font des projets un peu plus d'entrepreneurs. Quand j'étais en SS2I, j'avais des collègues qui ont fait le switch, et puis moi je l'ai jamais fait. Alors je pense que c'est peut-être par manque de motivation, par peur aussi, donc ça avait un peu le manque de courage de me dire maintenant il faut que je trouve mes clients moi-même, comment je vais faire, faut que j'apprenne à me vendre et tout. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Je pense ça aurait pu être une option, mais je pense que j'étais vraiment pas dans l'état d'esprit de faire le switch, c'est de prendre le risque encore une fois là. D'accord. Ouais, c'est ça. J'étais vraiment dans mes pantoufles de dev salarié tranquille qui fait ses heures et puis qui rentre chez lui, et puis voilà. Ok, je vois le truc. Alors tout à l'heure tu disais mon employeur actuel. Là dans la startup, c'est lui qui t'emploie, ou c'est deux choses différentes entre ton employeur, la startup, c'est différent? Ouais, c'est deux choses différentes. En fait, même encore maintenant, je suis toujours employé, donc je travaille toujours à temps plein pour mon employeur actuel. Et puis la startup, en fait, depuis 2018, depuis le tout début, maintenant c'est plus vraiment un side project parce que on s'investit quand même, mais ça reste une activité en dehors de mes heures de travail. Donc encore maintenant, je travaille le soir et les week-ends sur ma startup, et la journée pour mon employeur. Ok, d'accord. Ça me fait penser aussi à un truc que tu as dit qui est hyper important tout à l'heure, parce que je sais que dans ma communauté, il y a plein de personnes qui ont des idées de start-up, qui me les envoient, parfois j'en discute, etc. Parfois c'est des idées qui sortent du chapeau. Et toi, ce qui est vraiment important, c'est que vous êtes parti d'une problématique. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit on a rencontré une problématique, et je pense que ça c'est quelque chose d'hyper important de rencontrer une problématique et ensuite d'essayer de la résoudre. Moi je me souviens il y a très longtemps, maintenant ça date de peut-être 2012 ou quelque chose comme ça. Typiquement, je m'étais lancé dans le e-commerce. J'avais des boutiques sous, je sais plus c'était quoi le système, c'était pas Joomla, Virtumart, un truc comme ça. Et il manquait énormément de choses. Je me dis putain, il y a une problématique. Et j'avais essayé de résoudre ça par moi-même en faisant des petits scripts. J'avais lancé un petit logiciel. Puis finalement, je m'étais rendu compte que ça pouvait servir à d'autres. Je m'étais mis à le vendre, et ce truc avait cartonné parce qu'en fait, ça répondait à un besoin, et notamment un truc tout bête, c'était de pouvoir notifier des colis en masse.
Tu vois, un truc Ok. tout con que le truc Ouais. par exemple pouvait pas faire, tu vois. Puis Ouais. de fil en aiguille, j'ai rajouté comme ça des petites fonctionnalités et finalement quand tu résous un problème, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah c'est quelque chose. Enfin, il y a quelque chose à faire là-dedans. Alors, tu me disais résoudre un problème. Alors, on parlait de donc la problématique, c'est quoi? C'est de résoudre le problème autour de la, tu disais, des rétrospectives en agile, Ouais. c'est ça? En Alors fait, c'est ouais, vrai c'est ça. que j'allais dire c'est vrai que c'est quelque chose d'assez euh, alors de mon expérience assez chiant je trouve quand t'es comment dire quand t'es dans une équipe agile, tu t'es développeur, tu fais ton dev, etc. Et la période de rétrospective ou de rétrospection, je sais pas trop comment on dit, rétrospection, c'est pas la plus sympa souvent. Et j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, qu'avec ton produit, qu'avec votre produit, vous êtes en train un peu de changer la manière de voir les rétrospectives. Ouais, en fait, on veut vraiment que ce soit un moment agréable qui te donne la sensation de t'améliorer et puis qui te permet de débloquer cette amélioration continue dans l'équipe. En fait, les problématiques de base, c'était on fait des rétros, genre on prend le temps toutes les 2 semaines de passer 1 heure, des fois un petit peu plus en rétro, mais on sait pas si on s'améliore vraiment. Genre on n'a pas l'impression que l'équipe s'améliore, on a aucune visibilité là-dessus. Et puis non seulement on n'en a pas l'impression, mais en plus on est même pas capable de vérifier si on s'améliore ou pas. Parce que les données de rétrospective sont difficilement accessibles, parce que bah on faisait ça dans une réunion sur un tableau blanc, on mettait des post-it. À la fin, on faisait une photo, tout partait à la poubelle, et puis la photo se perdait dans Slack, et puis c'était impossible de naviguer facilement dans la quantité énorme de données que l'équipe générait pendant ces rétros, et puis des données de valeur, parce que une rétro, au final, c'est ce que l'équipe pense des 2 dernières semaines de travail, en bien, en mal, en opportunité d'amélioration. Et puis tout est priorisé, tout est regroupé, et puis on sort de là avec un plan d'action sur ce que l'équipe doit faire pour s'améliorer. Donc c'est vraiment des données qui sont critiques à l'amélioration et à la vie d'une équipe. Et puis non seulement on pouvait pas vérifier si on s'améliorait, en plus les plans d'action qu'on faisait, il n'y avait pas de suivi, donc souvent les gens oubliaient de faire. En fait, un plan d'action c'est une to-do list où chaque personne doit faire une petite chose pour améliorer la situation. Et puis tout le monde oubliait de les faire, donc c'était vraiment un peu chaotique. Donc on s'est dit, il est temps qu'on arrête de perdre entre guillemets 1 à 2 heures toutes les 2 semaines à 10 personnes, et puis qu'on redonne de la valeur, qu'on crée une solution pour redonner de la valeur au rétro. Donc, Yes. en fait, on aimait faire des rétros parce que tu sais, c'est quand même cool de se réunir entre devs. Et puis, le but d'une rétro, c'est aussi d'avoir une discussion assez casual, tu sais, assez genre pas trop pro, pas très corporate, mais vraiment une discussion où on se parle, on se dit les choses en face, on essaie d'être transparent, on essaie de mettre une bonne ambiance pour vraiment se mettre dans un état d'esprit où on est capable de regarder ce qu'on a fait avec un regard critique, sans rentrer dans le jugement et sans rentrer dans un mauvais état d'esprit, on va dire. Donc c'était quand même un moment cool, mais ouais, c'est ça, on l'exploitait pas assez. Donc c'était Yes. ça à la base qu'on a voulu régler. Bah, c'est vrai que les rétrospectives, alors ça va dépendre de chaque type de boîte, mais c'est vrai que parfois on a tendance à les faire et puis derrière, comme tu dis, ça part à la poubelle et parfois même c'est pas un moment, enfin. Dans certains projets, c'est agréable. Et puis parfois, c'est le moment aussi. Moi, j'ai vu ça où les personnes se tirent dans les pattes en mode, on règle nos comptes. Et effectivement, comme tu dis, c'est peut-être pas le lieu. C'est un lieu où on est là plus pour partager ce Ouais. qui s'est bien passé. C'est vrai qu'on n'a même pas introduit ce qui est une rétrospective pour les personnes qui nous suivent sur ce podcast. Peut-être que t'auras une bonne définition Ouais. de la rétro. Bah déjà la rétrospective en fait ça vient du domaine de l'agilité et puis plus particulièrement d'un framework qui s'appelle Scrum, qui est un framework d'agilité qui fait que les équipes travaillent en itération, donc ce qu'on appelle un sprint. Et puis un sprint en général ça dure 1, 2, 3 semaines. Puis à la fin d'un sprint on fait un point sur ce qu'on a fait, on regarde si on a été capable de livrer tout ce qu'on voulait, on fait des démos s'il y a des gens à qui faire des démos, et puis on recommence l'itération d'après. À la fin de la précédente. C'est vraiment une optique, encore une fois, d'amélioration continue. Je pense que c'est un peu les deux mots qui résument beaucoup l'agilité et puis Scrum, c'est que tu veux pas faire ce qu'on appelle du waterfall, là, travailler pendant 3 mois comme un acharné et puis te rendre compte au bout de 3 mois qu'il y a plein de choses qui marchent pas. Ce que tu veux avec des frameworks comme ça, c'est avancer par petits incréments, par itération, avoir des checkpoints réguliers pour être capable de déceler des problèmes le plus rapidement possible et de perdre le moins de temps possible.
Donc en fait, la rétrospective, c'est un événement où ils appellent ça une cérémonie dans le framework Scrum, qui intervient à la fin de chaque itération. Et puis en fait, là, le but, c'est pas d'améliorer le produit ou le projet sur lequel on travaille, mais le but, c'est d'améliorer ton équipe. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas réunir ton équipe de développement, donc avec par exemple le PO, le PM, les designers, les devs, dans une salle. Et puis tu vas leur donner un exercice de récolte de feedback, on va dire, à faire. Donc le plus grand classique, c'est tu vas faire 3 colonnes sur un tableau, les choses à continuer, les choses à arrêter, les choses à commencer. Et puis là, pendant 5-10 minutes, les gens vont la mettre des post-it avec leurs idées dans chaque colonne. Ensuite, les gens vont développer un peu leurs idées, vont partager, vont expliquer pourquoi ils ont écrit telle chose. Et ensuite, vient une phase de brainstorming où les gens vont essayer de trouver des solutions aux problèmes qui ont été remontés par cette séance de feedback. Et puis les solutions, ça s'appelle un plan d'action. Et puis c'est vraiment le produit. C'est vraiment le but, c'est de la rétrospective, c'est de produire un plan d'action. C'est vraiment l'étape principale de la rétrospective. Et puis ce plan d'action va permettre à l'équipe de s'améliorer. Donc par exemple, s'il y a un commentaire qui a reçu beaucoup de votes, qui est je me sens pas assez proche de mes collègues, et ben il pourrait y avoir un des éléments du plan d'action qui est faire une activité de team building tous les vendredis. Et puis c'est Mike qui va être responsable de cette activité. Donc avant la prochaine rétrospective, il va devoir animer une rétrospective, une activité de team building pour améliorer la situation. Et puis ça peut être sur plein de thèmes différents qui ont rapport avec l'équipe. On n'est pas là pour améliorer le produit, on est là pour améliorer la façon dont on fait du produit. Et puis le but, en fait, c'est de les répéter toutes les 2-3 semaines à la fin de chaque sprint pour créer une amélioration continue de l'équipe et puis pour enlever les frustrations, enlever les problèmes, pour vraiment être très proactif dans la santé de l'équipe. Ok, je vois bien le truc. Et donc du coup, la problématique exactement autour de ça, c'est qu'est-ce que vous vous êtes dit, les rétrospectives, ça marche mal ou ça marche pas bien ou ça marche pas comme ça devrait le faire. Enfin nous en tout cas, on le constate chez nous, c'est pas efficace. Ouais. Nous on souhaiterait proposer en fait un produit qui va résoudre ce problème. Et comment en fait vous résolvez ce problème? En fait, le premier truc qu'on a fait, c'est valider notre problématique. En fait, quand tu lances ton produit, tu te rends compte que tu nages constamment en eau trouble, tu sais jamais où tu vas. Donc le but principal, c'est d'essayer d'apporter le plus de clarté dans ce que tu fais. Et puis la clarté vient par la validation de tes hypothèses. Donc nos problématiques, à la base, on les a traitées comme des hypothèses. Genre, nous, on vit ça, mais c'est peut-être pas vrai. Voyons s'il y a un marché, entre guillemets, s'il y a des gens qui partagent ça. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des typeforms, donc des sondages en ligne, qu'on a envoyés dans des communautés de coachs agiles, de Scrum Master, etc. On a mis plein de problématiques. En fait, on avait un coach agile avec nous. On a mis plein de problématiques de coach. Dedans, on a mis nos hypothèses. Et puis, on l'a envoyé à plein de personnes à la fois aux États-Unis, Canada, mais comme dans le marché français. On a récolté une centaine de réponses. Et puis, nos problématiques remontaient quand même assez bien dans le top des plus gros problèmes. On appelle ça les challenges de coach. Donc à partir de là, on avait une problématique qui était validée. Donc là, ensuite, on s'est mis à se rencontrer une fois par semaine. En fait, on avait déjà commencé à faire ça, mais on a commencé à se rencontrer une fois par semaine pour établir une idée de solution. Et puis notre solution à ça, vu que les problématiques c'était beaucoup lié à l'historisation, au suivi, à l'accès des données, on s'est dit on va faire un outil qui permet de faire tes rétrospectives et qui va en même temps archiver, trier ton data, pour que tu puisses t'y retrouver facilement, et puis qui en plus va te donner des fonctionnalités pour valider que tu t'améliores bien en continu, que les plans d'action sont bien respectés, et puis que les rétrospectives fonctionnent. Et puis en même temps, va te proposer des templates de rétrospectives qui sont cool, qui sont amusants à faire, pour briser un peu la monotonie, briser un peu la routine, et puis faire en sorte que tes rétrospectives soient vraiment un moment plein de valeur. Donc à partir de là, on a commencé à faire des wireframes, donc vraiment des maquettes très bas niveau, un peu comme quand tu dessines sur une feuille blanche. Et puis on s'est dit maintenant encore une fois c'est une hypothèse, donc maintenant on va valider notre hypothèse de solution. Donc ce qu'on a fait, c'est que dans notre communauté de dev, de Scrum Master, de coach, on a envoyé des messages à tous nos amis / collègues qui travaillent là-dedans. Et puis dans le but de booker des interviews avec eux pour leur présenter nos maquettes, leur présenter nos idées de solutions, etc.
Donc là, je pense qu'on a fait peut-être 7 ou 8 entretiens avec des amis ou des collègues, coach, Scrum Master, Dev. Euh, et puis à chaque fois, chaque entretien, ça se passait vraiment bien. Ils trouvaient la solution intéressante. Ils nous disaient qu'ils seraient prêts à l'utiliser. Et puis à chaque fois, ça partait. Il y a toujours plein de nouvelles idées qui sortaient. On voyait vraiment qu'il y avait une sorte d'émulsion entre guillemets d'idées quand on leur présentait ça. Donc là, donc là, on avait validé notre solution. Et puis après, on s'est dit, bah voilà, on va commencer à monter un MVP. Donc ça, c'était moi et l'autre dev, et le designer, on a commencé à travailler là-dessus. Et puis en même temps, on s'est dit, il faut voir s'il y a un marché, parce que genre, c'est cool qu'il y ait des gens qui valident notre idée et nos problématiques, mais est-ce qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer entre guillemets, à utiliser l'outil dans leur équipe sans nous connaître? Euh, donc là, en fait, ce qu'on a fait en parallèle de monter un MVP, de faire des POC, etc., parce qu'il y avait des technos qu'on utilisait que je connaissais pas très bien, genre WebSocket par exemple, pour faire des boards vraiment interactifs. En fait, en parallèle de faire tous les POC, on a monté un site web donc vraiment basique, avec juste une page de présentation et puis une landing. En fait, on a juste monté une landing page, puis avec un petit form pour écrire ton email. On l'a mis en ligne et puis on s'est dit, on va partager le lien du site web partout, dans plein de communautés, sur des Slack, sur des Facebook, sur des groupes LinkedIn, dans le but de ramener des gens et de voir s'ils mettent leur email pour voir s'il y a un outil de rétrospective les intéresserait. Et puis, donc là, c'est la partie un peu moins cool du boulot d'entrepreneur au début, qui est un peu faire du cold emailing, faire de la prospection. Donc, un peu mettre ton outil devant les yeux de personnes qui s'en foutent, en gros. Mais je pense que c'est Ouais. la partie la plus importante, enfin une des parties les plus importantes, puisque nous, enfin souvent, moi c'est une erreur que j'ai vue souvent et que j'ai commis aussi moi-même, c'est que quand t'es développeur, t'es concentré sur la partie technique, t'as envie de faire un beau produit, t'es là, Ouais. tu te lances tout de suite comme un barbare dans le code, tu te mets à développer le produit, et puis tu peux en oublier tu peux oublier de valider en fait est-ce qu'il y a un marché en face, et je Ouais. pense que cette technique justement de pas dépenser trop d'énergie, trop d'argent, faire une simple landing page et vérifier qu'en face ça réponde. Il y en a même qui vont même plus loin, qui payent du trafic Facebook ou autre pour Ouais. vérifier, pour encore plus valider cet effet-là. Et je pense que c'est un excellent conseil pour les personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être des idées de produits. Et effectivement, avant de se lancer directement, peut-être tester le marché comme tu le disais, quoi. Ouais, en fait, le truc, c'est que quand tu gardes ton boulot à côté, tu as vraiment un temps limité pour travailler sur ta startup. Donc, ça te force à avoir une certaine rigueur, une certaine discipline dans ta façon de faire les choses. Je pouvais pas me lancer à coder 5 heures par soir et puis 10 heures par week-end sur un truc dont je sais même pas si les gens en ont besoin. Donc, c'est ça qui nous a forcé. On s'est dit, on a tous un boulot à temps plein, on a quand même un temps limité, alors optimisons tout ce qu'on fait. Soyons les plus cartésiens, essayons d'être les plus logiques possible dans notre approche. Et puis en fait, c'est ça qui nous a poussé à toujours constamment valider tout ce qu'on faisait. Donc jusqu'à ce site web qui a, je pense qu'en quelques... Alors après, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une niche. Ce marché, tu sais, le marché des rétrospectives agiles, c'est pas on fait pas du B2C, déjà on fait du B2B, puis ça s'adresse quand même à... En fait, potentiellement tout le monde pourrait en faire, toutes les équipes pourraient en faire, mais là actuellement dans la réalité, c'est vraiment les équipes tech qui en font. Donc, on n'a pas des chiffres exceptionnels. Par exemple, là, cette landing page, en peut-être genre, j'ai plus trop les périodes en tête, mais je pense qu'en 2 ou 3 mois, elle nous a permis de récolter peut-être 60 ou 70 emails. Et puis nous, on a jugé ça satisfaisant. Tu sais, on s'est dit, ça nous satisfait. Genre, on s'était mis un objectif, on s'était dit au moins 50 mails, et puis on l'a dépassé. Alors, on s'est dit, alors, c'est là où je dis, on nage vraiment nos troupes, c'est que en principe, quand tu fais l'expérimentation, tu te mets un objectif, tu te mets quelque chose que tu veux vérifier, et puis, mais c'est très abstrait dans notre cas. C'est vrai que faut y aller un peu au pifomètre, parce que tu peux pas te dire 50, 100 ou 5000 emails. Tu peux pas vraiment, mais au moins vous vous êtes mis un objectif à atteindre. Et vous l'avez posté sur à peu près combien d'endroits de Slack je pense qu'on l'a posté sur 3 Slack, sur une dizaine de groupes Facebook et puis une dizaine de groupes LinkedIn aussi. Ok, d'accord. Tout ce qui était formulaire pour les sondages, ça passe super bien. Les gens, ça les dérange vraiment pas de répondre à des sondages, qu'on leur demande leur avis sur des choses et tout. Quand tu commences à rentrer de plus en plus dans l'aspect vente, c'est là où tu commences à avoir du feedback un petit peu plus négatif. Et puis, c'est là où
bah forcément, faut commencer à avoir les nerfs un peu plus solides entre guillemets. Tu sais, je dis pas que c'est un truc très horrible à vivre ou quoi, mais faut quand même s'attendre que tu vas avoir du feedback négatif sur ce que tu es en train de faire, des gens qui sont pas contents parce qu'ils ont l'impression que tu fais de la pub ou que tu essaies de leur vendre quelque chose, que c'est de l'autopromotion, etc. Là, c'est la période, et pareil après dans le cold emailing, quand on envoie des messages à des gens pour essayer de leur vendre ton app, c'est là où tu commences à avoir des retours négatifs. Donc c'est là où t'es un peu dans la lune de miel au début, genre tu codes, tu fais des POC, tu brainstorm avec tes amis, c'est super cool. Quand tu rentres dans la partie plus prospection, c'est là où tu commences à avoir des émotions un peu moins cool, on va dire, mais bon, faut passer au-dessus et puis te dire que de toute façon, t'es obligé de passer par là pour avoir un peu de data pour prendre des décisions. Donc c'est ça, on a envoyé cette landing, on a eu pas mal de gens qui ont mis leur email. À partir de là, on avait déjà commencé à travailler sur le MVP. Donc je pense que la landing, elle a été live, je pense en mai 2019 ou en juin 2019. Et puis après la landing, on a commencé à construire un site web un petit peu plus développé pour plus parler fonctionnalité, etc. Et puis en parallèle, on a construit le MVP. Et puis le MVP a été lancé, donc il a été lancé en bêta en octobre, je pense, octobre 2019. Et puis c'était une bêta gratuite. Ça encore, je pense, c'est très important. Le paiement, je pense, ça arrive encore après une phase de validation. Hein, genre, on a voulu valider que les gens étaient prêts à utiliser l'outil et puis étaient contents de l'outil, que l'outil répondait à leurs besoins avant de commencer à mettre du paiement, parce que forcément, ça met une barrière supplémentaire d'avoir un système de paiement. C'est beaucoup plus facile de faire entrer. Ouais, vas-y. Et c'était qui le client cible là? Qui paye par exemple par la suite? Alors au début c'était gratuit, mais il y avait quand même une personne type derrière. C'est qui le client type là-dedans? Alors ce qu'on pensait à l'époque, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été prouvées fausses par la suite, dont en partie nos problématiques de base. La personne qui payait, en fait notre cible à l'époque c'était les Scrum Masters et les coachs agiles. Donc en gros vraiment les personnes qui sont associées à l'agilité et puis qui connaissent les rétrospectives, qui en parlent souvent, qui les facilitent, etc. Donc ça c'était à eux qu'on s'adressait à la base. Donc c'est pour ça que le site web était pas du tout vulgarisé. On rentrait direct, on parlait d'agilité, on parlait de sprint, on n'expliquait rien. Donc ça c'était eux qu'on ciblait, toujours dans la problématique de améliorer leur expérience de rétrospective et puis de pouvoir historiser le data, voir si tu t'améliores avec des données, etc. Donc ça, c'était les premières personnes qui sont rentrées, qui ont utilisé l'app. Un truc que j'ai oublié, on a posté sur Product Hunt aussi, qui a ramené vraiment beaucoup de monde. Ça, je pense, c'est un passage obligatoire pour tous les SaaS. Quand tu lances ta bêta, fais un beau post sur Product Hunt avec des belles illustrations, et puis essaye d'être dans la top page. Je sais qu'il y a même des groupes Facebook d'entraide. Tu sais que t'as même des coachs ou des gars qui t'accompagnent pour faire ton lancement sur Product Hunt pour vraiment décoller. C'est quelque chose à prendre au sérieux. Je suis d'accord. Ouais, c'est vraiment un truc qui ramène beaucoup de trafic. Donc c'est ça. Donc on a essayé de partager le plus possible. Il y a aussi des plus petits tools, je pense à Betalist. On a partagé. Il y a plein de petits tools qu'on peut trouver. Enfin, plein de petits SaaS de partage d'applications. Donc on a lancé, on a eu vraiment beaucoup de sign-up au début, beaucoup d'users qui sont rentrés pendant la bêta, et puis en fait la bêta elle nous a permis de nous rendre compte que le besoin était ailleurs entre guillemets avec les rétrospectives. On s'est rendu compte que c'est surtout les équipes distribuées, les équipes à distance, en télétravail, etc., qui voyaient de la valeur dans notre produit. Donc là déjà notre hypothèse de proposition de valeur qui a été sur historiser le data, faire du suivi, etc. Elle a été écrasée par une autre problématique qui est forcément bien plus vraie parce qu'elle vient de tes utilisateurs. Donc ça dit pas que les notes sont fausses ou que personne a besoin d'une solution qui résout ces problèmes-là, mais on s'est rendu compte que la vraie problématique c'était les rétrospectives en ligne. Ça c'est la bêta qui nous a permis de nous rendre compte de ça. Donc forcément en direct on a fait un ajustement au niveau de notre message, au niveau du site web, pour plus essayer de parler plus cibler des mots comme remote, comme online, etc. Et puis, on a continué à récolter du feedback de nos utilisateurs. Le début, c'est dur de parler de data parce qu'il y a tellement peu de gens qui utilisent ton app que tu n'as pas assez de data pour prendre des décisions vraiment fiables par rapport à tes données. Mais par contre, le feedback des utilisateurs, ça c'est une chose sur laquelle on a vraiment beaucoup focus.
Yes. Et ça, c'était à peu près à quelle période? C'était vers 2018, 2019? À la fin 2010. Alors en fait, la timeline, c'est 2018, c'était l'idée, juste Mhm. la problématique, l'idée, validation de l'idée. Début 2019, c'était validation un peu du marché, donc c'est là où on a lancé le website. Octobre 2019, on a lancé la bêta. Et la bêta s'est arrêtée en janvier 2020. Je dis qu'elle s'est arrêtée parce que c'est là où on est passé en version avec un essai gratuit de 30 jours et un système de paiement. D'accord. Donc juste avant finalement, avant le Covid, Exactement. et je me posais la question pour un produit comme ça, est-ce que le Covid ça a eu un effet positif puisque bah c'est typiquement le type de produit. Enfin, avec le Covid, il y a eu beaucoup plus d'équipes à Ouais. distance, en remote, etc. Est-ce que vous avez vu une Alors je différence? pense que oui, mais c'est dur à dire parce qu'en fait, le Covid, ça a commencé en mars 2020 et en mars 2020, nos revenus, c'était $40 par mois, je pense. Genre on avait deux équipes payantes. C'est à partir de septembre 2020 que ça a commencé un peu à faire effet boule de neige et puis que notre revenu mensuel a vraiment explosé. Donc c'est dur à dire. Alors là, comme ça, genre, c'est quasiment sûr que ça a eu un impact. C'est même sûr à 100%. Enfin, on fait un outil pour les équipes à distance. Toutes les équipes tech du monde quasiment sont passées à distance. C'est sûr qu'il y a un gros besoin de rétrospective en ligne qui a été créé par le Covid. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, c'est dur à vérifier par nos stats parce que on performait très mal déjà. Enfin, après, mal, c'était le début, c'est normal de pas performer en termes de revenus. Mais au moment où le Covid a commencé, nos chiffres n'ont pas directement augmenté. Genre, on faisait une vente par mois, janvier, février. Le Covid a commencé, on a peut-être fait 2 ou 3 ventes au mois de mars, 2 ou 3 ventes en avril. Ça a quasiment pas bougé pendant l'été. Et c'est à partir de septembre que vraiment ça a commencé. Alors peut-être que il y a eu ce délai parce que c'était le temps que les équipes s'adaptent. Après il y a eu les vacances d'été, donc les gens étaient pas prêts à investir dans des outils pour le remote. Mais là la rentrée est arrivée et puis les gens se sont dit bah peut-être maintenant faut s'équiper. Bon tout ça c'est des hypothèses, mais ça s'est peut-être passé comme ça. Les gens ils se sont dit bah voilà c'est la rentrée, il faut qu'on s'équipe et puis c'est là où ça a commencé à boomer un petit peu. Et puis on avait nos articles qui commençaient à ranker un peu dans Google aussi. Je pense que les astres sont un peu alignés. Je sais pas si je peux employer cette expression-là avec une pandémie, mais on va dire d'un point de vue produit, d'un point de vue business, ça c'est un peu c'est là où tout s'est un peu bien branché. Ok. Je vois. Maintenant, j'aimerais revenir un petit peu sur l'équipe. Tu dis souvent on. Alors, est-ce que tu peux présenter l'équipe? Je crois que vous êtes trois, c'est ça, hein? Ouais c'est ça. Trois Alors là devs. non actuellement l'équipe il y a juste moi en tant que dev. Il y a Julien qui est designer et Anders qui est PO. En D'accord. sachant que les rôles c'est un concept un peu abstrait dans une startup parce qu'on fait tous un peu tout là. On fait tous de la vente, on fait tous du marketing, on fait tous du support. Moi je fais du SEO. T'as pas vraiment de casquette dédiée. On a une spécialité, on va dire, et puis plein d'autres cordes qu'on essaie d'attacher à notre arc, vu qu'on apprend forcément beaucoup de choses. Et t'as pas eu peur de prendre entre guillemets tous les risques? Je te dis ça parce que c'est un truc que, tu sais, quand t'es développeur, enfin moi en tout cas, en plus avec ma chaîne YouTube, c'est un truc qui arrive assez souvent, c'est-à-dire que on vient sans cesse me voir en disant voilà, j'ai une superbe idée de start-up, ceci cela, et même avant ma chaîne YouTube, je veux dire, j'avais des personnes me dire ah t'es développeur, on peut peut-être s'associer machin, Ouais. et finalement tu sais le développeur bah c'est celui qui développe le produit, et puis en face t'as les associés. Alors ça dépend avec qui tu t'associes, hein, mais tu sais pas trop ce qu'ils font. Je dis pas que tes associés font rien ou quoi, hein. C'est juste que bah, souvent t'es le seul un peu à mettre les mains dans le cambouis, à prendre un peu tous les risques, à mettre de l'énergie, et c'est ça un peu le problème. J'ai l'impression quand t'es développeur, bah t'es un peu le seul à prendre les risques. Alors est-ce que t'as ressenti cette sensation, ou est-ce que justement avec tes associés c'était quand même clair dès le départ sur bah voilà, toi tu dev, il y a alors même si tout le monde touche un peu à tout, mais ouais, il y a quand même des personnes qui étaient en charge de, même par exemple les personnes qui codent pas avaient des choses à faire. Comment vous êtes mis d'accord là-dessus? Là actuellement avec mes deux associés, Julien qui est designer, il met un peu les mains dans le cambouis aussi, tu sais, parce que dans le sens où il doit produire des maquettes, il doit produire des designs, donc il a quand même un boulot de production comme un développeur, donc c'est assez facile de faire le rapport entre nous. Et puis Anders, lui, il s'occupe de toute la partie support, donc parler aux clients, faire des études de marché,
il a quand même une sorte de production. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne des objectifs toutes les semaines. Donc, comme ça, au moins, c'est clair. Nos attentes sont... En fait, je pense que l'important, c'est de se fixer des attentes. Pas juste se dire on travaille ensemble et puis on avance ensemble et puis chacun fait son truc et puis on voit comment ça se passe. Je pense que le but, c'est de se mettre des... En fait, on fonctionne en sprint et puis d'une semaine. Et puis on se donne des objectifs pour dans une semaine et puis au bout d'une semaine on fait un point, donc c'est assez rapide de voir si quelqu'un atteint pas les attentes de l'équipe. Et puis je pense encore plus dans un produit, dans une startup où les gens ont gardé leur métier à temps plein. Je pense que c'est très important de se mettre d'accord sur la répartition des heures. Encore une fois, de se mettre d'accord sur nos attentes en fait. Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur Nitro? Est-ce que ça veut dire faire 5 heures par jour tous les jours? Est-ce que ça veut dire pas d'horaire mais on se met des attentes, ce qui est un peu comment on fonctionne? On se dit pas il faut que tout le monde travaille 4 heures par jour ou 20 heures par semaine. On se dit juste il faut que le mardi soir quand on fait notre weekly, ben quand on dit qu'on va faire quelque chose pour la semaine prochaine, c'est vraiment un commitment vis-à-vis de l'équipe, on s'engage à le respecter. Et puis si il n'est pas respecté plusieurs fois, bah là on va avoir une discussion parce que il y a un dysfonctionnement. Donc Ok. et puis c'est un peu comment ça s'est passé dans le passé. On a eu d'autres associés qui sont partis et puis ça a été, ils sont partis parce que on se fixait des attentes et ils les ont pas remplies et on a eu une discussion et puis ça marchait juste plus, mais c'est tout à fait normal. Et puis je pense qu'il faut que ce soit le plus sain possible dans la manière dont ça se passe. Et puis, pour que ce soit sain, il faut que tout le monde soit au courant des attentes de chacun envers les autres. Je pense que c'est très important. C'est vrai que je vois le truc parce que parfois puis parfois tu mets des attentes parfois tu peux t'impliquer à une certaine hauteur et puis tu te rends compte que les autres personnes ne sont pas aussi impliquées, pourtant elles pensent qu'elles sont impliquées. Enfin, c'est une perception un peu différente des uns et des autres, et donc je pense que effectivement il faut que ça soit clair dès le départ parce que ça peut être une source de conflit. Donc ok, je vois un peu mieux. Maintenant, est-ce qu'on pourrait un peu avancer et voir un peu la partie technique? T'as fait tes choix techniques tout seul ou vous en avez parlé? Comment vous en êtes venu à ces choix techniques? Alors au début, vas-y. Ok. Au début, on était 2 devs, donc ça c'est un gros point. C'est important d'avoir des gens qui te challenge. Je pense que c'est compliqué de monter une startup tout seul, et puis quand on parle des investisseurs aussi, ils sont assez réfractaires à financer des gens tout seuls, à moins qu'ils aient vraiment un background de création de start-up, que ce soit vraiment des références. Mais c'est important d'être une équipe, 2, 3 personnes, c'est vraiment bien, et puis de se challenger les uns les autres. Moi, j'ai eu la chance d'avoir commencé avec un autre développeur, donc on s'est beaucoup. En fait, on travaillait dans la même équipe chez mon employeur actuel, et puis c'est nous qui avons monté la stack à la fois du site web et puis de l'app, le DevOps, etc. Puis on s'est beaucoup challengé, on a passé beaucoup de temps à se partager des liens et si on essayait ça, etc. Je pense que le premier truc, c'est ta startup, c'est pas un POC, c'est pas un portfolio. Le but, c'est pas d'utiliser des technos cool ou des technos à la mode. Le but, c'est d'utiliser des technologies dans lesquelles tu vas être ultra efficace. Et puis encore une fois, ça revient le besoin d'optimisation lié au fait qu'on est en side project, mais c'est aussi une affirmation qui est valide quand tu es à temps plein dessus. Tu veux optimiser ton temps, tu veux pas perdre de temps. Donc on s'est dit, on va garder notre zone de confort technologique. Puis notre zone de confort technologique, c'était React, .NET, Azure. Là, la BD, on faisait du Mongo, donc on faisait du NoSQL, c'était une DocumentDB. On n'était pas super satisfait de Mongo parce qu'on était sur une application avec beaucoup de relations entre les document collection. Et puis c'est sûr que Mongo, en principe, t'es pas censé faire un modèle fortement relationnel quand tu fais du NoSQL comme Mongo. Et puis nous, notre modèle était très relationnel. Pour Nitro, forcément, tu sais, t'as des rétros qui sont liés à des équipes, qui sont liés à des utilisateurs avec des plans d'action, etc. Donc on s'est dit, on va retourner vers le SQL. Et puis en plus, on était tous les deux à aimer le langage SQL. Donc on a essayé plusieurs trucs pour la BD. On a essayé une sorte de mix de NoSQL et SQL qui est RavenDB. Je pense que c'est une technologie de Microsoft, mais on a arrêté rapidement parce qu'il n'y avait pas une grosse communauté derrière, donc ça nous a un peu peur. Après, on a utilisé PostgreSQL, mais dans Azure, il y avait pas énormément de support, enfin pas de support d'outils, on va dire, pour les BD Postgre, donc on a fini avec MySQL.
Donc là, actuellement, la BD, c'est une BD MySQL. Donc la stack, c'est ça. React pour le front-end, .NET Core pour le back-end, BD MySQL, le tout hosté dans Azure. Ok, je vois mieux. Cool. Du coup, t'as appris des nouvelles choses sur ce projet. Alors, tu me disais que tu es resté dans ta zone de confort et je suis complètement d'accord. Quand tu es sur un... Moi, typiquement, tiens, je peux te parler aussi à une époque, j'avais monté une startup avec des collègues et Ouais. à l'époque, j'étais sur du React. Et j'étais développeur Java. Et c'est vrai que je m'étais posé la question, pourquoi pas basculer sur un back-end Node.js, etc. Mais j'en avais jamais Ouais. fait. Et c'est vrai que du coup, bah, quand t'as envie d'être efficace, et ben moi à l'époque, je me rappelle, j'étais parti sur mon back Java Spring, et effectivement, j'étais beaucoup plus efficace. Donc, ça sert à rien de partir sur des technos, devoir se reformer, surtout C'est clair. si t'es sur un projet comme ça où le but c'est de délivrer rapidement, comme tu le dis. Mais c'est pas Euh, facile en tant que dev, surtout quand t'es passionné entre guillemets. Genre moi 2018, c'était vraiment une période où je regardais plein de vidéos YouTube de dev, je faisais plein d'auto-formation, je regardais tout ce qui se faisait. C'est dur de résister à la tentation de pas utiliser un framework super cool. Genre d'où GraphQL par exemple. On s'est pendant 2 3 semaines, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on essaie de l'implémenter. Alors on a pris du temps pour essayer de l'implémenter. On a vu que c'était pas ultra simple non plus. En .NET à cette époque-là de l'implémenter, donc on a arrêté, mais c'est dur des fois de résister, et puis je pense qu'il faut avoir encore une fois une bonne discipline là-dessus. Faut avoir faut connaître ses objectifs là. Est-ce que ton objectif c'est de t'éclater avec des nouvelles techno, ou est-ce que ton objectif c'est de sortir ton MVP le plus vite possible? Et puis Yes, mais je suis complètement d'accord. C'est un conseil d'ailleurs qu'on donne souvent aux personnes qui se lancent en freelance, qui se font des portfolios, qui s'éclatent sur différentes technos au lieu de se concentrer sur une seule techno et une ouais. techno qui vont pouvoir se vendre, qui va pouvoir se vendre en freelance. Ok, alors j'avais une autre question. Quel skill t'as pu apprendre en dehors des skills techniques? J'ai envie de dire, t'as peut-être des choses que tu t'apprends pas dans comment dire quand t'es employé, des choses que tu apprends bah voilà quand tu montes une startup. J'imagine que comme tu touches à tout, bah tu dois découvrir pas mal de nouvelles Ouais. compétences. Le DevOps, donc toute la partie Azure, Mhm. monter un environnement Azure, créer les ressources, faire tout le paramétrage, toutes les règles dans un CDN, faire de la réécriture d'URL, gérer du cache, tout ça j'avais jamais fait parce que j'étais toujours tu sais, j'utilisais un framework, je rentrais dans une app qui était déjà en prod et tout. Donc le fait de partir de zéro, moi je trouve que ça m'a appris énormément en tant que dev. Juste mettre tes mains dans tout en fait. Tu comprends vraiment mieux après quand tu retournes au travail comment les choses interagissent entre elles, comment les choses sont montées. Quand il y a un problème qui surgit, ton esprit il est un peu plus, on va dire, taillé pour comprendre un peu le pattern ou la logique qui pourrait se cacher derrière ce problème-là. Ça enlève énormément de flou en fait. Ça enlève toute l'abstraction que tu as quand tu rejoins une société. Tu sais, genre quand tu rejoins une société, souvent au début tu fais pas mal de bug fixing, des choses comme ça. Et puis tout le reste, tout ce qu'il y a autour des lignes de code que tu vas débugger, c'est un peu abstrait, c'est un peu du flou. Et puis plus tu avances dans la société, et puis plus ça devient clair parce que t'acquiers en expérience, tu vas à d'autres endroits dans le code parce que tu as des problèmes, tu as des challenges qui te font aller à plein d'endroits dans le code. Je trouve le fait de commencer une application de zéro, ça enlève complètement toute la zone de flou qu'il y a quand tu travailles en tant que développeur sur un produit. Parce que tu sais comment tout marche, tu sais comment tout est branché, tu sais par exemple tout ce qui était requête, réponse, HTTP, même encore au début de Nitro, j'étais pas super confiant de ma compréhension du cache, de la sécurité, tu sais, genre par exemple tout ce qui est CSRF, la gestion des tokens, la gestion des cookies. En fait, je me rends compte que j'étais vraiment pas expert là-dedans. J'avais vraiment un très bas niveau de connaissance là-dedans, et puis ça fait du bien de retourner à quelque chose qui a un petit, tu sais, on va dire bas niveau entre guillemets. Et puis donc ça, j'ai beaucoup appris avec ça. Ensuite, donc ça c'est plus pour la partie tech encore une fois, même si c'est une partie tech que je connaissais pas du tout. La partie moins tech, plus les soft skills, on va dire, bah déjà l'entrepreneuriat, monter une entreprise, parler avec des avocats, parler avec des comptables, euh, faire du produit. Ça aussi c'est un énorme point. Parce que en étant dev dans un produit, tu vois ça un petit peu de loin, tu parles un peu avec des PO, tu vois un peu les équipes marketing, comment elles travaillent, les équipes de vente, comment elles travaillent. Mais c'est un autre délire quand c'est à toi de tout faire.
Donc, quand c'est à toi de faire de la prospection, quand c'est à toi d'analyser tes personas, quand c'est à toi d'analyser ton go-to-market, de déterminer est-ce que tu as tu sais, de savoir ce que ça veut dire product market fit, plein de trucs comme ça, là, c'est vraiment un gros apprentissage. En fait, t'apprends à savoir comment une société fonctionne en la créant, là, c'est... Et d'ailleurs, comment vous êtes formé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà une expérience dans le monde des startups, ou vous êtes formé sur le tas? Par exemple, tu me parlais du Ouais. product market fit, c'est quand même quelque chose que peu de gens connaissent. Par exemple, vous l'avez appris d'où ça? Ça vient d'où? C'est sur Internet? Ouais, ben, en fait, la partie produit, on avait quand même pas mal de connaissances parce que chez mon employeur actuel, la façon dont on fait du produit, les devs, les designers sont quand même très impliqués dans le processus d'idéation, dans les processus de découverte de nouvelles fonctionnalités. On parle avec des clients. On est quand même très impliqué dans la partie produit. On avait quand même une bonne base de connaissances. Euh, mais la partie plus marketing, vente, SEO aussi, moi j'ai énormément appris en SEO, je connaissais vraiment rien. Ça, c'est des vidéos YouTube, des articles. Euh, Poser des questions à des gens qui savent aussi. Ça, encore un truc, un conseil, se faire conseiller, c'est vraiment ultra important. Moi, à chaque fois que j'ai un doute, et puis qu'en regardant des vidéos YouTube ou en lisant des articles de blog, j'ai toujours ce doute-là. J'essaie de regarder dans mon réseau si je connais pas quelqu'un qui est super bon là-dedans. Par exemple, en marketing, on a récemment parlé pendant 1 heure avec un ancien collègue qui est maintenant Head of Marketing dans une startup à Montréal. Et puis on lui a pitché un peu notre idée de stratégie marketing, ce qu'on voulait faire, et puis il a complètement challengé tout ce qu'on voulait faire. Il nous a vraiment apporté une nouvelle approche. Et puis je pense que c'est super important d'essayer de voir dans son réseau, trouver s'il y a des gens qui ont fait des choses qu'on a besoin de faire, et leur demander s'ils peuvent pas venir sur un Zoom rapidement pour leur poser des questions. Donc ça, c'était une grosse source d'apprentissage aussi. Mais ouais, sinon, c'est ça, vraiment c'est de la veille en fait. C'est vraiment vidéo, blog, livre aussi. J'ai lu quand même. En fait, depuis que j'ai monté ma compagnie, je relis des livres, alors qu'avant, j'en lisais plus du tout. Mais j'ai trouvé pas mal de réponses dans des livres aussi. Surtout la partie financement aussi. Ça, c'est pareil, j'en avais aucune idée. Comment ça marche le financement d'une startup, comment ça s'est géré le capital d'une entreprise, les types d'actions. Enfin, c'est un monde à part. Et d'ailleurs, j'allais te poser une question. Vous avez levé, vous envisagez de lever des fonds, ou Ouais. comment ça se passe le financement pour le moment? Alors pour l'instant, on est en train de travailler sur notre pitch deck. Donc là, tout le contenu est terminé. On est en train de faire toute la partie illustration. On a un rendez-vous avec notre comptable aussi pour parler projection financière. Pareil, ça c'est un truc, on sait pas faire. On sait pas faire des projections financières. On sait pas faire des analyses de risque. Genre on sait faire un tableau Excel et puis faire une évolution de 10% par mois et puis mettre nos dépenses, nos revenus, mais bien le faire avec une sorte de validité comptable, on n'en a aucune idée. Donc là, on a rendez-vous avec un comptable, on va faire des ateliers de travail avec lui pour vraiment faire des projections financières vraiment bien pour par la suite pouvoir présenter ça à des investisseurs, et on aimerait avoir du financement avant la fin de l'année. D'accord. Et vous avez essayé de rejoindre une sorte d'incubateur, ou comment dire, je sais pas si tu connais peut-être The Family ou Samamar, tout ça, les genres de gens qui t'aident à lever des fonds. Les accélérateurs? Ouais. Ouais. En fait, on a un contact chez Founder Fuel, qui est un accélérateur de start-up à Montréal. Le problème avec ça, c'est qu'un accélérateur de start-up, alors après, ça dépend desquels, mais en général, en fait, tu as deux types d'accélérateurs. Le premier, c'est tu rentres dedans, ils te prennent un pourcentage de ta société, et puis tu as 3 mois de formation intense, 6-7 heures de formation par jour. Ils te mettent en contact avec leur réseau d'investisseurs. Tu finis les 3 mois avec une sorte de pitch session devant plein d'investisseurs. Et puis la promesse, c'est que tu ressors de là en étant backé par un VC, en étant backé par un fonds d'investissement. Le problème de ça, c'est que forcément, déjà ils prennent de l'équité. Ils prennent de l'équité à un moment où tu n'as aucune valuation. Donc forcément, tu perds quand même pas mal. J'ai envie de dire, c'est pas gênant, puisque a priori au début ça vaut pas grand chose. Donc tu vois, ouais. En fait, quand tu es juste au stade d'idée, ça peut être super intéressant. Le problème, c'est que nous, on a déjà un MRR, on a déjà une croissance. D'accord, ok. Donc dans notre cas, en fait, en principe, quand tu fais l'accélérateur, ils t'apprennent vraiment à gérer une entreprise, à monter ton entreprise,
à créer un produit, à avoir une approche efficace en produit. Alors je dis pas qu'on est expert là-dedans, c'est sûr que faire un accélérateur, on apprendrait plein de trucs, mais je pense pas que ce soit la façon la plus optimisée pour nous d'accéder à l'investissement, en sachant qu'en plus c'est 3 mois où t'as pas de revenus, donc il faut qu'on s'arrête. Et puis nous, genre Enders, lui, il est déjà à temps plein sur Nitro, mais Julien et moi, donc le designer et moi, on est encore à temps partiel, parce que moi j'ai une fille, on a des hypothèques, etc. C'est quand même on peut pas juste dire au revoir à notre salaire. Donc pareil, c'est un risque en plus. Mais je pense un accélérateur c'est super cool si tu es au stade d'idée ou que tu es déjà prêt à t'es prêt à te mettre à temps plein, tu sais, t'as pas vraiment de choses, un aspect financier qui te tient un petit peu là. Je pense que c'est très cool. Nous on est comme à un stade où on a déjà des revenus, on a déjà une croissance, on a des obligations entre guillemets financières, donc ça fait beaucoup de contre, on va dire. Quand tu dis des obligations financières, ça veut dire des coûts fixes, des coûts de. Ouais, c'est ça. Bah, je parle de, par exemple, moi, je parle de mon hypothèque parce qu'on a. Ah oui, pour toi personnel. Ah, d'accord. Oui, voilà, okay, je comprends. Des obligations financières personnelles. Ok. Parce que là, actuellement, on n'a pas assez de revenus. Là, on doit être à quasiment $2500 de revenus de dollars US de revenus mensuels, donc on peut pas encore se payer des salaires. L'argent de Nitro, ça reste dans Nitro. On dégage pas du tout de revenus de ça. Donc pour l'instant, on a besoin de notre salaire et on peut pas se permettre d'arrêter de travailler pendant 3 mois. Et est-ce que vous êtes défini un montant ou une étape qui vous permettrait de justement pouvoir faire ce switch et se dire bah voilà, on va être à temps plein dessus, c'est quoi, peut-être un financement ou une levée, enfin. Ouais, c'est ça. Bon, en fait nous ce qu'on veut faire en fait, c'est aller chercher du financement pour passer à temps plein à 3 dessus. Donc là, il reste encore Julien et moi à passer à temps plein dessus. Et puis bah on a des idées de montant, mais c'est vraiment abstrait parce qu'on n'a pas encore fait des projections financières qui sont vraiment béton, donc c'est compliqué à dire là, mais on va dire que ce serait sans doute autour de peut-être 500 000 dollars canadiens, un petit peu plus. C'est dur à dire là. Mais en gros, en fait, comment tu le calcules, c'est que tu te dis de combien j'ai besoin pour tenir 2 ans avant la faillite. En gros. Et puis là, forcément, bah, tu fais tes projections de revenus, tu essaies de faire un pire scénario, meilleur scénario, pour qu'au bout de 2 ans, tu sois pas déficitaire et puis que tu aies une bonne croissance pour peut-être aller rechercher un autre financement au besoin ou continuer continuer sans autre financement si tout se passe super bien. C'est pour ça que les projections financières sont ultra importantes parce que c'est elles qui vont déterminer ton burn pendant tes 2 ans. Et puis au final, le montant que tu demandes doit combler ce burn-là au final. Donc c'est ça. Et puis comme je disais, le deuxième type d'accélérateur, c'est un accélérateur où tu rentres, ils prennent pas d'équité. Par contre, tu as des formations, tu rentres. Ah oui, en fait j'ai oublié un point, c'est que l'accélérateur qui va te prendre de l'équité, forcément il va te donner de l'argent. Donc il va te donner, alors je sais plus exactement, mais je pense que tu peux récupérer quelque chose comme je sais plus. Mais en gros, il te donne de l'argent en échange d'équité dans ta société. Et puis c'est lui qui fait une évaluation. Donc je pense qu'il fait la même évaluation pour tout le monde. Par exemple, je pense que toutes les startups qui vont rentrer dans l'accélérateur de startup X vont recevoir 100 000 dollars pour 10% de leur équité. D'accord. Ok, je vois ça. Et puis nous on pense que pour 10% de notre équité, on peut aller chercher plus que ce qu'un accélérateur nous donnerait. Et puis pour la partie de mentorat, en rentrant dans un fonds d'investissement, au final, le but c'est pas juste d'aller chercher de l'argent, c'est aussi d'avoir des mentors qui vont t'accompagner dans ton entreprise. Donc c'est ça. Et puis en fait l'autre type d'accélérateur, c'est qu'ils prennent pas d'équité, mais par contre t'es 3 mois encore une fois sans revenu. Et puis ils prennent pas d'équité, donc ils ne donnent pas d'argent non plus. Donc c'est ça. Ok, super. C'est des questions très compliquées. C'est vraiment, tu sais, même là j'en parle et puis je suis pas sûr à 100% de si c'est les bonnes raisons de pas prendre un accélérateur. C'est encore quelque chose qui est très nouveau pour nous. Donc c'est vraiment très compliqué.
Ok. On va bientôt arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune dev, ou même pas forcément jeune d'ailleurs, quelqu'un qui est développeur comme ça et qui souhaiterait lancer un produit, quel conseil tu pourrais lui donner? Le premier conseil, c'est valider tout ce que tu fais. Une idée, ça vaut rien du tout. Ce qui vaut quelque chose, c'est ta capacité à l'exécuter, à la faire germer et puis à en faire quelque chose de concret. Avant de te lancer dans une idée, valide que ça résout un vrai problème et puis considère que tout ce que tu fais, c'est une hypothèse qui a besoin d'être prouvée et validée. Demande des conseils, documente-toi quand tu sais pas. Faut apprendre à prendre des décisions quand il y a aucun choix facile. C'est vraiment ça la base là, c'est la résilience et être capable de faire des choix quand il n'y a pas de bon choix. Ok. Et est-ce que tu aurais un livre, un podcast, une chaîne, quelque chose qui t'a inspiré comme ça pour monter ta startup dans l'entrepreneuriat? Lean Startup, c'est vraiment un super livre pour avoir le mindset de création d'entreprise et puis d'optimisation de ta façon de fonctionner là, le concept de MVP, la validation, etc. Je pense que c'est The Hard Thing About Hard Things, qui est un livre. Je l'ai paraphrasé en disant qu'il n'y a pas de faut être capable de faire des choix quand il n'y a pas de choix facile. C'est un livre qui est juste à propos de ça. Comment prendre des décisions quand t'as que des mauvaises options entre guillemets. Voilà. Ok, super. Je te remercie. Vers où on peut ramener les personnes qui voudraient découvrir votre startup, ou je sais pas, est-ce que vous avez un blog, un site, compte, quelque chose? On a un site web qui est nitro.io, donc neatro.io et puis /fr si tu veux le site français. Sinon, on est sur Facebook, Nitro, sur LinkedIn, sur Twitter, et puis nos LinkedIn perso aussi si jamais il y a des gens qui veulent discuter avec nous. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'aider des personnes qui veulent se lancer ou même des problèmes de dev, etc. Je suis toujours partant pour apporter mon aide. J'ai vu que tu étais présent d'ailleurs sur le Discord. Merci d'avoir aidé certaines personnes sur certaines problématiques. C'est sympa. Et j'ai une dernière question avant de quitter. C'est quoi les tarifs? On n'a pas parlé de tarifs. Je sais que c'est pas une question de fin, mais en termes de tarifs. En fait, le pricing model, c'est par équipe. Donc, tu rejoins Nitro, tu crées ton équipe. Alors, t'as un mois d'essai gratuit et ensuite, c'est $20 par mois par équipe. Et puis, le principe, c'est que plus t'as d'équipes, moins ça te coûte cher par équipe. Donc, à partir de 2 équipes, ça te revient à $18. À partir de 3 équipes, $17 par mois par équipe. Et voilà. Ok, super. Écoute, Benjamin, je te remercie d'avoir fait ce podcast avec moi. Pas de problème, je souhaite plein de réussite pour ton projet et je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Salut, ciao, ciao. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure Hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.